Ce document contient des descriptions détaillées de crimes violents et de scènes pouvant heurter la sensibilité du public, en particulier des jeunes lecteurs. Les thèmes abordés incluent la violence extrême, le vampirisme et des actes criminels perturbants. Mais j'ai une question pour vous qui va tout remettre en question. Well, I would say to Selko, he had long hair and a beard and sometimes wasn't very clean. Dracula The jury comes back on Monday to hear lawyers' arguments on the issue of Chase's sanity and then to deliberate that. If he is found... a-t-il vraiment existé? Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez pas de régler l'image. Faites avec le bouton. Ce récit n'est pas une fiction, mais l'histoire effroyable D'un prédateur qui a plongé une ville dans la terreur. Se nourrissant d'organes, de chair et de sang, il incarne l'horreur au-delà des légendes. Un cauchemar bien réel qui a laissé des cicatrices indélébiles. Les légendes de vampires hantent l'imaginaire collectif depuis des années, des décennies, des siècles. Dracula, Nosferatu, Strigoi et autres créatures de la nuit qui sont devenues des figures du romantique du mal. Fascinant et terrifiant à la fois, mais qu'en est-il lorsque ces légendes se matérialisent dans la réalité? Pas sous forme d'un noble damné, mais bien d'un être de chair et de sang, tapis dans l'ombre d'une ville ordinaire, loin du château de Transylvanie. Une terreur bien réelle allait s'éveiller. Un homme a incarné le mal absolu dans les rues de Sacramento. On l'appellera le vampire de Sacramento. Son nom, Richard Trenton Chase. Richard Trenton Chase naît le 23 mai 1950 dans une famille dysfonctionnelle où la violence physique et psychologique était omniprésente. Sa mère, instable et abusive, le soumet à des punitions humiliantes et des incestes constants, tandis que son père, autoritaire et brutal, impose une discipline implacable. Dès l'âge de 10 ans, il vit dans un climat de peur et de soumission, marqué par des punitions arbitraires et une absence totale d'affection. Dès l'enfance, il manifeste des signes inquiétants. Il capture et mutile des animaux, souvent avec un plaisir glaçant, allumant aussi des incendies avec une fascination morbide. Son énurésie persistante devient un élément récurrent de son mal-être profond, formant ce que les criminologues appellent la triade McDonald, souvent annonciatrice d'un futur criminel violent. Dans cette atmosphère oppressante, Chase développe un comportement erratique, alternant entre des phases de soumission et d'explosion de colère incontrôlable. À l'adolescence, Chase plonge dans la drogue et l'alcool. Schizophrène non diagnostiqué, il développe des obsessions délirantes. Il est convaincu que son sang se transforme en poudre et que des entités tentent de contrôler son corps. Il se persuade que la seule façon de survivre est d'ingérer du sang frais. Waouh, il y a de quoi être choqué. Hein. Une mère autoritaire, incestueuse, d'après ses dires à Chase, qui elle-même consulte déjà à cette période-là 2 psychologues, 2 psychiatres, un père autoritaire, brutal. Comment cet enfant ne peut pas se retrouver broyé dans cet univers familial oppressant avec une absence totale d'amour et de repères? Comment ne pas avoir pitié de cet enfant? Ce garçon a grandi dans la peur. Chaque jour, il se fait violenter psychologiquement et physiquement. Personne autour de lui pour avoir un réconfort. Alors il développe ce qu'on appelle la triade McDonald, pas les burgers. Ah non. Alors la triade McDonald est connue aussi sous le nom de la triade de sociopathie. Donc c'est un ensemble de 3 critères qui, d'après John McDonald, déterminent la violence à venir d'un homme, d'une femme. Brutalité animale, la pyromanie et énuérésie constante nocturne. Ça veut dire faire pipi au lit. Mais bien entendu, en fait, c'est pas forcément quand on est enfant, on le contrôle pas forcément. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui va persister au-delà des 5 ans. Voilà. Cette triade McDonald est le symptôme d'un mal profond. Ironiquement, c'est aussi un appel au secours. Mais dans son cas, personne ne va l'entendre. Cette fragilité
se transforme en véritable cauchemar. Chase s'isole. Ses peurs, ses angoisses deviennent incontrôlables. Il est convaincu que ses organes se décomposent, son sang disparaît. Il tente de remédier au problème comme il peut. Il devient obsédé par l'idée de trouver un remède à son mal. Et c'est là où son mal lui dit il y a un remède. Si ton sang s'évapore, faut en revoir. Et si tes organes disparaissent, faut en manger. D'abord, il s'en prend aux animaux. Peu à peu, ce rituel, ce besoin, cette envie deviennent nécessité. Une obsession qui ne cesse de grandir. L'adolescent fragile qu'il était disparaît, laissant place à un individu de plus en plus instable et dangereux, incapable de différencier le réel de ses délires. Mais malgré ça, Diplômé du lycée, Richard Chase commence sa vie adulte avec une certaine normalité. Il possède une voiture et Chase alla à l'université. Il devint également conducteur de bus pour enfants handicapés. Mais sa santé mentale se dégrade rapidement. Obsédé par son corps, il développe une hypocondrie sévère et est convaincu que ses organes internes disparaissent. Dans les années 1970, il commence à errer dans les rues de Sacramento, le regard perdu, le corps émacié par une négligence totale de son hygiène et de son alimentation. Il capture, torture, tue et boit le sang de petits animaux, persuadé que cela le maintient en vie et empêche son corps de se désintégrer. Parfois, il ouvre leurs cadavres pour en examiner les entrailles, cherchant désespérément des signes de corruption intérieure qu'il pense partager avec eux. Dans une escalade inquiétante, il vole du sang dans des hôpitaux et tente même de s'injecter du sang animal directement dans ses veines, provoquant des infections et accentuant son état délirant. Son comportement erratique conduit à une première hospitalisation en psychiatrie. Diagnostiqué schizophrène paranoïde, il est interné mais relâché trop tôt. Sans suivi médical adéquat, il replonge dans ses obsessions. Eh bien, résumons un peu la situation. On a donc affaire à un schizophrène paranoïde. Quand il est dans son appartement, seul, il sombre dans une folie incontrôlable. Il capturait des animaux, il les tuait, il consommait leur chair crue, convaincu que son corps se dégradait. Ils mangeaient leurs organes avec du Coca-Cola. Persuadé que ce mélange empêchait la décomposition. Rituel insensé, né de son esprit malade. C'est ce qui marque le début de sa descente aux enfers. En 1975, il passe un nouveau cap. Oui, un nouveau cap. Il s'injecte du sang de lapin directement dans les veines, persuadé que ça empêchera son cœur de rétrécir. Alors, le corps humain rejette directement cette injection, ce qui entraîna de graves infections, et ce qui le conduira en psychiatrie. Étape 1. Là-bas, même les infirmiers avaient peur de lui, des propos qu'il tenait sur le sang et la mort. Une nuit, les infirmiers le retrouvèrent avec du sang autour de la bouche. Chase ne se démonte pas, il prétend s'être coupé en se rasant. Mais en fait, la réalité, elle était bien plus sinistre, bien plus sombre, bien plus dégueulasse. Il capturait des oiseaux, les égorgeait et buvait leur sang. Il était persuadé de capter la force vitale de l'oiseau en buvant son sang. Ouais, ok. Il fut vite appelé Dracula par les employés de l'hôpital psychiatrique. C'est là que tout commence. C'est là, dans cet hôpital psychiatrique, que ça va commencer à devenir un délire phénoménal. On le juge apte à sortir. Le mec, comme des bestioles, tue les bestioles, boit leur sang. Il dit à tout le monde, c'est parce que comme ça, je bois le sang des animaux, ça me rend fort et vigoureux, je prends leur énergie, leur force vitale, mais il y a quelqu'un. Non, il va bien. Non, si. Oui, mais ça c'est pour déconner, il fait ça avec les copains. Oui, boire du sang, oui, bon. On l'a tous fait à l'université. Non, mais là, il est... Non, regardez. Ouais, non, il est bien, là. Oui, bah, il lui a arraché la tête avec la... Mais c'est pour déconner. Non, mais vraiment, les mecs, allô? Bref, on le laisse sortir. Apte à une vie classique. Après, un traitement médical adapté, bien entendu. Il sort donc et, en 1976, sa maman chérie trouve que les cachets qu'il prend le rendent amorphe.
tu m'étonnes qu'il le rende amorphe. À un moment, persuadé de bien faire, elle va lui supprimer ses cachets. Eh ouais, grave erreur. Sans suivi médical, sans traitement médical, sans appui thérapeutique, ah bah il repart dans ses délires, hein. Délire incontrôlable. En 1977, il se fait une première fois arrêter pour avoir été trouvé vagabondant. À 320 km de Sacramento, à Pyramid Lake, Nevada. Il est vêtu d'un maillot jaune, plein de sang. Ah ouais. Ah bah... Sûrement un lapin hein, qui courait plus vite que lui, il a dit je vais lui bouffer sa force vitale quoi. Hein, donc voilà. La police découvre dans son véhicule des armes, un seau rempli d'un liquide rougeâtre. Et là, Chase dit à l'officier de police, oui, ah ben c'est du sang dans le seau, hein. C'est du sang d'animaux. Il passe quelques heures au poste et fut relâché pour manque de preuves. C'est là qu'on se dit, c'est con la vie, mais tout va basculer. Le 29 décembre 1977, Chase tue sa première victime, Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans, d'une balle tirée depuis sa voiture. Lorsque Richard Chase a franchi la porte d'entrée, Teresa était sur le point de sortir les poubelles. Elle s'est arrêtée au milieu du salon, probablement quand elle a vu le pistolet de calibre .22 dans sa main. Chase a ouvert le feu, la touchant à la main, au cou et à la tête. Il s'est ensuite agenouillé à côté d'elle et a tiré un 4e coup dans sa tempe à bout portant. Il a traîné le cadavre dans la chambre avant de retourner dans la cuisine pour prendre un couteau, qu'il a utilisé pour la poignarder à plusieurs reprises avant de l'ouvrir. Il a prélevé plusieurs organes à l'aide d'un seau, qu'il a ensuite emporté dans la salle de bain pour s'y baigner et s'étaler sur les murs. Chase retourna vers le cadavre et à l'aide d'un contenant de yaourt vide qu'il avait ramassé dans la poubelle qu'elle transportait, se mit à boire plus de son sang. 5 jours plus tard, le 27 janvier 1978, Evelyn Mirotte, 38 ans, était à la maison pour garder son neveu de 22 mois, David, ainsi que son fils de 6 ans, Jason. Son ami et voisin Dan Meredith est venu voir Evelyn et a fini par l'aider à garder les enfants pendant qu'Evelyn prenait un bain. Chase a franchi la porte d'entrée non verrouillée et tue Dan Meredith lui tirant une balle dans la tête à bout portant. Puis contre Jason, âgé de 6 ans, alors qu'il essayait de courir dans la chambre de sa mère. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Il s'est ensuite frayé un chemin dans la salle de bain et a tiré une balle dans la tête d'Evelyn. Il a tiré son cadavre sur le lit où il a commencé à avoir des relations sexuelles avec lui, tout en buvant du sang de plusieurs coupures, faites sur le cou. Une fois terminé, il a continué à mutiler le cadavre, enlevant plusieurs organes et buvant plus de sang. Chase a ensuite tué David, âgé de 22 mois. Il lui fendit le crâne et a commencé à manger la cervelle. Un autre jeune enfant qui devait jouer avec Jason a frappé à la porte l'interrompant. Chase s'est enfui avec le cadavre de l'enfant, continuant à le cannibaliser avant de le jeter derrière une église voisine. Ouais, on a déjà traité quand même 2 cas assez durs, Holmes et Fish. Je dois avouer que Chase, imaginez-vous à la place des officiers de police, quand vous rentrez dans les maisons. Le choc insoutenable. L'air devait être saturé d'odeurs de putréfaction, sans coaguler. Un parfum de mort dans chaque recoin des pièces. En pénétrant dans les maisons, qui frappe en premier, c'est la réalité de l'horreur qui s'est produite. Les murs tachés de traces brunâtres, des éclaboussures, formaient des motifs incompréhensibles, comme si sa folie a pris place et a voulu s'exprimer. Au centre de la pièce, un matelas, imbibé de fluide corporel, sombre témoin de la dépravation atteint par Chase. Ce n'est plus qu'un simple meurtre, c'est un trou béant où l'humanité a plongé. C'est la première. Alors soit cet homme souffrait de troubles psychiatriques graves, oui, schizophrénie paranoïde, hallucination, délire hypochondriaque, mais poussé à l'extrême. Il devait guérir ce corps par n'importe quel moyen,
Il doit contrôler un organisme qu'il croyait condamné à se désagréger. Espérons qu'il soit arrêté avant que d'autres crimes ne soient commis. Chaque meurtre qu'il perpétue ne fait en réalité qu'alimenter son délire. Un engrenage macabre, impossible à s'en sortir. Ce n'est pas une fiction, mais une réalité. Un homme dangereux, évoluant sans entrave dans la population de Sacramento. Une société qui n'a pas vu arriver le drame qui se jouait juste là, sous leurs yeux. Le carnage de la famille Mirotte provoque une mobilisation massive des forces de l'ordre. Une empreinte ensanglantée et un témoignage permettent d'identifier Chase. La police encercle son appartement sous la direction du lieutenant Ray Biondi et de l'inspecteur Bill Roberts. Lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur, une vision d'horreur les fige. Un réfrigérateur rempli d'organes humains, des murs souillés de sang, des seringues éparpillées et des cadavres d'animaux en décomposition. L'odeur nauséabonde envahit immédiatement leurs narines, témoignant de l'horreur absolue qui s'est jouée entre ces murs. Chase est arrêté sans résistance. Il semble perdu, dans un état second, fixant les policiers d'un regard vide, dénué d'émotion. Lors de son interrogatoire, il décrit ses crimes avec un détachement glaçant, comme si ses actes n'étaient que la suite logique de ses pensées délirantes. Il avoue sans hésitation, expliquant qu'il devait le faire pour survivre, persuadé que son corps se décomposait et que seule l'absorption de sang humain pouvait l'empêcher de disparaître. Sa voix monocorde et son absence de remords plongent les enquêteurs dans l'effroi, réalisant qu'ils ont face à eux un individu totalement déconnecté de la réalité. Même constat. La police arrête Richard Trenton Chase dans son appartement. Le constat est le même, ça pue la mort. Chase se faisait des smoothies d'organes, de chair humaine, de sang humain, dans une insalubrité la plus totale. Et c'est une horreur. Mais dites-vous seulement une chose. À plusieurs reprises, Chase aurait pu être arrêté. Son passage en hôpital psychiatrique, ses premiers signes de démence. Sa mère qui le vit tuer un chat de main nue, lui arracha le corps pour se mettre du sang sur le visage. Elle en a rien dit. Peut-être par un amour résiduel pour son enfant. Quand la police l'arrête dans son appartement, il est sale, décharné, couvert de plaies infectées, un regard perdu. Lorsqu'il parlait, ses propos étaient incohérents. Il se disait hanté par des visions de conspiration médicale et d'ennemis invisibles. Son cas est une démonstration brutale des failles d'un système médical et judiciaire. Une preuve que le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de formation peut mener à des drames inqualifiables. En 1979, Chase est jugé pour 6 meurtres. La défense tente de plaider l'irresponsabilité mentale, mais l'ampleur des atrocités convainc le jury qu'il est dangereux, schizophrène ou non. Il est condamné à mort. Il passe ses derniers jours en isolement. Il se suicide en 1981 en ingérant une surdose d'antidépresseurs. Chase était-il pleinement conscient de ses actes? Sa maladie mentale était indéniable. Mais suffit-elle à l'en excuser? La justice a tranché. Danger absolu. Incapable de se réinsérer. Et pourtant, peut-on lui imputer toutes les fautes quand la société l'a abandonné juste avant son premier meurtre? Brisé par son enfance, négligé par un système, ses crimes sont parmi les plus atroces de l'histoire criminelle américaine. Je vous ai conté l'histoire de Richard Trenton Chase, une version, comme par exemple une version existerait qu'il aurait tué Ambroise parce qu'il était en différend avec sa mère. Pas de preuves, je peux pas tout vous raconter. Nous avons aussi survolé un petit peu les sujets, nous ne sommes pas rentrés en détail de tout ce qu'il faisait en rituel ou autre. Je pense qu'il est important que les gens connaissent ces histoires pour ne plus que cela se reproduise, tant sur le plan médical que sur le plan humain. Dites-vous que cette histoire n'est pas seulement celle d'un vampire des temps modernes, mais d'une tragédie évitable.
Derrière chaque monstre se cache une enfance, des signes, des appels au secours. Et si Chase avait été soigné, aurait-il pu être sauvé? Nous ne le saurons jamais. Le cas de Richard Chase est aujourd'hui une large couverture médiatique au fil des ans. Des films, reportages, articles, blogs, où on détaille ses crimes. J'en ai trouvé une trentaine, rien que pour faire les premières recherches. Il a été et il est l'un des tueurs en série les plus étudiés encore aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, Le Vampire de Sacramento. Et n'oubliez pas que les cris des victimes, eux, résonnent encore dans l'éternité, témoins d'une folie que rien et personne a su arrêter à temps. A tué Chase. Un point, c'est tout. Les flics ne sont pas censés avoir ce genre de pensée, mais ce type était louche. Alors voilà, on voulait l'abattre sur place.